RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Nouvelle tragédie pour la ville du Lamentin. Un adolescent de 13 ans a été tué par balle mercredi soir. Un homme de 27 ans a été grièvement blessé. Une réunion de crise s'est tenue ce matin en mairie, alors que ce drame porte à 5 le nombre d'homicides en une semaine en Guadeloupe. Image de Solène Fèvre. Hier soir, un jeune de Lamentin a perdu la vie et un autre a été grièvement blessé par des tirs. Il y a une enquête qui est en place. Nous espérons et nous avons demandé aux forces de gendarmerie que cette enquête puisse se réaliser le plus rapidement possible et aboutir le plus rapidement possible de façon à retrouver les responsables. Parce qu'il est important que justice soit faite dans cette affaire. C'est un drame et moi ma pensée va évidemment aux victimes et j'adresse à la famille toutes mes condoléances. La priorité, c'est d'éviter, vous savez, dans ce genre d'affaires, malheureusement, il y a souvent des règlements de compte, il y a des invitations à la vengeance, etc. Donc la priorité des forces de sécurité, des forces de l'ordre et de la gendarmerie, c'est d'éviter qu'une amplification du phénomène. Voilà. Donc il faut être présent sur le terrain. On a la perspective dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, de la fête patronale ici au Lamentin. Il faut assurer la sécurité de la fête patronale. Le maire, et je suis tout à fait d'accord avec lui, avec les élus du Lamentin, ont décidé de maintenir cette fête patronale. Ça veut dire qu'on va multiplier la présence de la gendarmerie sur la voie publique. Avoir des mesures effectivement de contrôle d'accès, des mesures effectivement de fermeture d'un certain nombre d'établissements de commerce par exemple, effectivement pour que on garantisse la sécurité de tout le monde au cours de cette fête patronale. Nous avons mis en place des dispositifs à Lamentin qui fonctionnent, où nous recevons tous les jeunes mineurs décrocheurs que nous connaissons et qui nous ont été signalés. Le drame, c'est que si vous avez le maire qui intervient, si vous avez la gendarmerie qui intervient, si vous avez l'éducation nationale qui intervient, et chez nous, il y a même le procureur de la République qui est présent quand nous convoquons ces jeunes-là, il faut aussi que derrière, la cellule familiale nous accompagne. Mais il y a aussi notre responsabilité, nous, élus, on fait des choses. On a un CLSPD qui fonctionne à Lamentin. On intervient dans les écoles. On intervient depuis l'école maternelle jusqu'au collège. On convoque. Mais il y a un travail de répression aussi à faire. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant d'armes en circulation en Guadeloupe et aussi facilement dans les mains des mineurs. Il faut arrêter cela. Il faut se donner les moyens pour arrêter cela. C'est un travail de longue haleine. On va pas résoudre en quelques heures, effectivement, ces problèmes qui sont souvent des problèmes de parents qui ne fonctionnent pas bien, de parentalité dysfonctionnelle, de jeunes en déshérence, etc. Mais moi, je voudrais saluer, pour finir, le travail des élus du Lamentin, avec le maire du Lamentin, mais qui est aussi le président des maires de Guadeloupe. C'était important qu'on échange sur ces sujets-là. Il faut qu'on continue ce travail de prise en charge des jeunes. Et ça, c'est le travail de terrain, des associations, des élus, etc. Et ça, il faut effectivement, même s'il y a un drame qu'on a vécu cette nuit, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Dans les jours à venir, la présence de la gendarmerie sera renforcée au Lamentin avec l'appui de la police municipale. La fête patronale prévue du 7 au 15 juin prochain est maintenue mais sous haute surveillance. Nouvel épisode d'échouage de sargasses sur le territoire, en particulier pour la Désirade. Pendant 8 jours, les habitants sont restés bloqués sur l'île, le port étant devenu impraticable. Une situation devenue récurrente qui inquiète. Image signée de Maxime Morel. Les sargasses, c'est quelque chose de très compliqué à contenir, de par le fait que c'est énorme, en fait, il faut dire les choses. Et malheureusement, cette année, nous avons une année
je dirais, plus importante qu'aucune année. Nous avons une année de référence, c'était 2018. Pas plus tard que hier matin, j'en discutais avec M. le sous-préfet au téléphone et qui me disait, M. le maire, il faut qu'on se prépare à avoir une nouvelle année de référence. Et d'ailleurs, c'est effectif, hein, c'est l'année 2025 qui est énorme. Et moi, je le constate, la population le constate. Nous voyons au niveau du port, et malgré les efforts continus de l'entreprise qui a un marché public avec la commune, également qui travaille en sous-traitance pour le conseil départemental, qui travaille tous les jours, je rappelle tous les jours, du lundi au lundi. Il n'y a pas de dimanche, c'est tous les jours ils travaillent. Et quand même ça, nous voyons que c'est compliqué de pouvoir libérer le port, même si nous voyons quand même les bienfaits du ramassage. Ces temps derniers, il n'y avait pas de bateau, on ne pouvait pas sortir, on devait rester qu'à la Désirade et puis partir, je dirais, en canot. Mais c'est bien de partir en canot, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Parce qu'il y a des personnes âgées, l'île, et il y a presque des personnes âgées sur la Désirade. Alors voilà le souci. Nous avons des médecins, nous avons tout sur la Guadeloupe. Et là maintenant, on n'est pas sorti pendant... on est resté coincé sur l'île pendant au moins 8 jours. Hein? Au moins 8 jours. La population de la Désirade est en souffrance avec cette histoire de sargasse. Et il n'y a pas de jeunes à Désirade. Ce sont presque, je dirais, des personnes âgées. Et voilà la situation à Désirade. Il y a eu déjà une barrière avec des pneus qui a été mise en place, mais on s'est rendu compte que lorsque les sargasses arrivent en grande quantité, cette barrière ne suffit pas. Là aussi, il va y avoir une innovation avec une sorte de barrière avec des bulles. Je ne saurais pas expliquer les éléments techniques, mais qui permettrait que l'accès des bateaux, mais tout en bloquant donc les sargasses. Cela nécessitait une autorisation donc, de l'ADL qui est en cours. Et les travaux devraient se poursuivre d'ici le mois donc, de juin. Également le dragage qui est nécessaire pour permettre que tout puisse se faire convenablement. Lorsque le port de Désirade est bloqué, c'est toute la vie des Iradiennes qui est bloquée. C'est l'économie, c'est le transport, c'est la mobilité, c'est le cadre de vie. Puisque lorsqu'on est dans une maison et puis on a une odeur systématique dans les narines, je vais vous dire, c'est pas facile. Je le vis, je l'ai vécu. Je le vis en tant que maire, donc je sais de quoi je parle. Se réveiller le matin avec une migraine infernale, se réveiller le matin où la télé fonctionnait, la machine à laver fonctionnait, la micro-ondes fonctionnait, le lendemain ne fonctionne pas. Je peux vous assurer que c'est très désagréable. Je suis conscient de tout cela et je veux tout simplement rassurer la population que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir contenir ces sargasses. En tout cas, déjà au niveau de la collecte, j'ai demandé à l'entreprise de pouvoir mettre le paquet pour faire en sorte de libérer ce port, en tout cas dans les plus brefs délais. Le harcèlement au travail, une réalité encore mal comprise. Pour mieux cerner cette problématique, le barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy organisait hier un colloque ouvert au public. Une première qui a rassemblé de nombreux professionnels autour d'un objectif commun, mieux informer et briser le silence. Un sujet préparé par Olivier Félix. Nous avions envie d'organiser en partenariat avec les magistrats un colloque sur une thématique commune. C'était vraiment cette volonté de présenter avec les magistrats un sujet sociétal, un sujet qui concerne tout le monde dans la société. C'est une problématique où l'exigence de preuves, c'est-à-dire d'éléments qui caractérisent le fait de harcèlement, est difficile à établir. Le harcèlement, c'est une notion qui peut sembler subjective. Sauf que devant une juridiction, on ne fait rien avec du subjectif. Il faut de la matérialité, il faut des preuves, il faut des éléments. On sait que sur la Grande Terre, sur Pointe-à-Pitre, c'est entre 30 et 40 dossiers par an de harcèlement moral. Estimation faite au prorata, on peut considérer que sur Basse-Terre, il doit y avoir au moins une douzaine de dossiers au grand maximum qui sont traités chaque année sur ce qui fait donc pour l'ensemble de la Guadeloupe. Et si on rajoute Saint-Martin, entre 50 et 60 dossiers, ce qui est bien. Ce sont des chiffres importants, mais c'est comme en toute matière, c'est comme en matière de violences faites aux femmes ou dans d'autres domaines. Est-ce que les chiffres traduisent une réalité importante et qu'il y a beaucoup de harcèlement moral dans les entreprises guadeloupéennes, ou tout simplement est-ce que les sociostructures fonctionnent, autrement dit les syndicats jouent leur rôle, l'inspection du travail joue son rôle et qu'il y a beaucoup de révélations. Donc là, il est difficile d'apprécier. Moi, ce que je relève quand même, c'est qu'il y a effectivement une émergence, une révélation des faits qui est importante en Guadeloupe, beaucoup plus que dans des territoires analogues ou même plus peuplés en France hexagonale, et ça, c'est très positif. Vous avez eu toute la journée, tous les intervenants ont eu à cœur justement de caractériser l'élément harcèlement par des éléments de preuve. Donc que ce soit en droit privé le matin, on vous a expliqué, voilà, il faut des mails, il faut des comptes rendus, il faut des éléments. Et pour l'employeur, parce qu'attention, ce colloque n'était pas pour une catégorie de personnes, c'était pour tout le monde. Pour l'employeur, avoir le soin de respecter la réglementation de prévention
sur les problématiques de harcèlement est essentielle également. La preuve en matière pénale sur le harcèlement moral est très délicate, c'est très difficile à ramener, et donc parfois il peut être intéressant pour la victime de harcèlement moral d'aller, si c'est un salarié du privé, devant le Conseil des prud'hommes, d'obtenir une décision devant le Conseil des prud'hommes, puisque là, elle doit faire preuve d'éléments qui laissent présumer qu'il y a du harcèlement moral, à charge pour l'employeur de démontrer qu'il n'a pas fait de harcèlement moral. Et dans la fonction publique, territoriale ou d'État, c'est un peu la même chose. Je ramène des éléments laissant penser qu'il y a du harcèlement moral et l'administration doit démontrer qu'il n'y en a pas. Donc c'est plus facile. Alors qu'au pénal, il faut démontrer purement et simplement que la personne fait du harcèlement moral. Donc parfois, il vaut mieux avoir une décision du juge prud'homal ou du juge administratif et ensuite porter plainte au procureur de la République. À Petit-Bourg, une conférence débat s'est tenue autour de la santé mentale. L'objectif, briser les tabous et démystifier le rôle des aidants et mettre en lumière aussi ces réalités. Un échange animé par Christine Chalcol, reportage de Michel Depape. La vie d'un aidant est rythmée par principalement deux choses, le travail ou la formation et les soins apportés à l'aider, ce qui justement induit la fatigue. Les chiffres sont clairs, 6 aidants sur 10 ne se reconnaissent pas en tant que tels. C'est-à-dire que pour l'aidant, c'est tout à fait normal d'aider l'autre. C'est dans l'ordre des choses. Parce que c'est mon mari, parce que c'est ma femme, je suis mariée pour le meilleur et pour le pire. Parce que c'est ma maman, parce que c'est elle qui m'a éduquée, parce que c'est elle qui m'a apporté de l'amour. Donc, naturellement, je vais aider l'autre. Je vais lui apporter un soutien. Donc, effectivement, c'est bien de le dire, les aidants, souvent, ne se reconnaissent pas en tant que tels. Et pourtant, c'est une réalité, ce sont des aidants. Il faut accepter ce mot-là, l'intégrer dans son entièreté et l'intégrer dans ce quotidien. Je suis aidant, donc je suis et je fais. Nous avons des aidants qui s'essoufflent, qui sont épuisés physiquement, psychologiquement, moralement. Il y a le burn-out des aidants. Donc, tout l'intérêt de mettre en place ce réseau pour eux. Et aujourd'hui, nous avons eu une conférence débat qui parle des aidants et qui dit effectivement en ces termes « aidant qu'apprend gaz ». Cette conférence a attiré beaucoup de monde. Ça prouve l'intérêt des personnes à vouloir des renseignements, l'intérêt de ces personnes à savoir réellement ce que c'est qu'un aidant. Notre idée ce soir avec cette conférence-là, c'est de lancer justement cette démarche de mise en commun nos travaux, de mise en lien nos aidants sur le territoire de Petit-Bourg. Nous travaillerons bien entendu avec des professionnels, des prestataires. Nous travaillons aussi avec des institutions telles que le département dont c'est le cœur de l'action, la préservation, la protection de nos aînés. Mais comment penser être efficace pour que le vieillissement, le meilleur vieillissement soit assuré à Petit-Bourg de notre population? Il faut aussi accompagner des aidants qui sont là au quotidien auprès de parents, auprès de papa, auprès de maman, auprès de grands frères, grandes tantes, etc. Donc voilà, nous sommes ici ce soir pour pouvoir lancer cette démarche-là. Aidants, prenez soin de vous afin de mieux prendre soin de l'autre. Nouvelle direction au Crous Antilles-Guyane. Annick Lafrontière prend les rênes de l'établissement, bien sûr, après 18 ans d'expérience au sein du réseau. Alors, sa priorité, renforcer la visibilité du Crous dans la région et la dynamiser. Elle répond à nos questions, un reportage de Michel Morel. Je suis depuis plus de 18 ans au sein du réseau, c'est-à-dire des œuvres universitaires et scolaires, c'est-à-dire le réseau des Crous. Il y a 26 Crous à l'heure actuelle. Je suis rentrée en 2007. J'ai d'abord été au CNUS, le Centre national des œuvres universitaires, pendant 4 ans, où je me suis occupée notamment, ça c'était mon grand plaisir, du département culturel. Et j'ai eu la chance d'être mutée en Corse. J'y suis restée 14 ans. J'ai été d'abord directrice du patrimoine et j'ai terminé en qualité de directrice adjointe du Crous de Corse. Mes objectifs principaux, renforcer la visibilité de ce Crous, qui je pense c'est un Crous méconnu. Alors en résumé, pour vous dire que ce Crous a été créé il y a 20 ans, mais ce que je pense, c'est que ce Crous n'a pas encore d'existence auprès de ce réseau, au sein de ce réseau. Et j'aimerais rattacher vraiment ce Crous au réseau des Crous. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de visibilité
au sein des départements. Et surtout, j'aimerais dynamiser, faire entrer dans la modernité ce CROUS anti-Guyane. Nous devons créer un CROUS domien. Un CROUS domien pour les étudiants, quels qu'ils soient, que ce soit des étudiants guyanais et antillais. Et ce CROUS mettra en valeur les étudiants, quels qu'ils soient, des trois départements, avec l'idée que ça soit en Guyane, en Guadeloupe ou en Martinique, on retrouve la même implication de tous. Voyez ? Et quand nous sommes là au siège social de la Guadeloupe, parce que là nous sommes au siège des services centraux, nous travaillons pour les 3 départements. Il n'y a pas ces spécificités. Nous travaillons pour les 3 départements. Et c'est ce que je souhaite. Image de Maxime Morel. Une journée pas comme les autres pour les demandeurs d'emploi, avec l'opération du stade vers l'emploi, organisée par Pôle emploi. Alors, ateliers, rencontres et job dating au programme, dans une ambiance sportive et conviviale. Retour en images sur ce temps fort avec Maxime Morel. Le sport véhicule des valeurs qui sont importantes pour une entreprise. Le sport permet de voir si une personne a des qualités telles que, par exemple, l'esprit d'équipe. Est-ce qu'elle est combative? Est-ce qu'elle veut relever des challenges? Est-ce que c'est une personne qui ne se laisse pas abattre par les échecs? Donc, c'est des choses que recherche une entreprise. Avoir des personnes qui sont prêtes à relever des défis et qui ont vraiment l'esprit d'équipe. Ça casse les barrières, tout à fait. En plus, par rapport aux entretiens classiques, on va dire que niveau stress, ça coupe le stress. Ça permet de se déstresser avant un éventuel entretien. Et puis, comme on est tous anonymes, donc on a plus de facilité à communiquer, à ne pas être stressé et à voir éventuellement comment ça se passe le travail d'équipe, c'est très bien. Nous avons un taux de recrutement qui est très élevé. On dépasse facilement les 40% de recrutement. Par exemple, pour aujourd'hui, nous avons 80 postes, il y a 40 candidats. Donc c'est dire que les candidats ont toutes leurs chances de trouver un emploi aujourd'hui. L'approche, le fait de casser les codes, que moi je ne sois pas derrière un bureau, qu'il y ait un peu de stress. Là, on participe à des activités, à des, c'est vraiment des jeux collectifs, donc des jeux de ballon, des jeux de course. Donc il n'y a pas de hiérarchie là. On casse les codes de l'entretien et c'est ça qui est bien. C'est vrai que ce type d'événement permet de déceler différemment certaines compétences, certains savoir-être et savoir-faire. Donc on peut mieux évaluer le leadership des candidats, leur résilience notamment. Il y avait des candidats qui étaient un peu en difficulté, mais qui ont quand même mené à bien la fin de l'atelier. Donc voilà, c'est voir dans un contexte différent, permettre aux candidats de montrer des capacités qu'ils ne pourraient pas dans un bureau. Un candidat qui, par exemple, a des difficultés à s'exprimer, qui est timide ou bien qui perd ses moyens devant un employeur, là, l'anonymat est préservé entre les deux aujourd'hui. Il peut très bien exprimer sa volonté de gagner, de travailler en équipe et de pouvoir vraiment jouer le jeu. Et là, il ne pense plus au fait qu'il est timide. Et quand il va revoir l'employeur en mode recrutement ou en job dating, là, il aura levé ses appréhensions, il sera beaucoup plus disponible et disposé pour pouvoir vraiment vendre son profil et ses atouts professionnels. À Gourbert, un hommage a été rendu à Marie-Hélène Luce à l'occasion de la journée de l'environnement. Militante engagée, fondatrice de Ompagné Onkoui, elle a œuvré pour la valorisation des produits biosourcés. Image signée d'Olivier Félix. C'est vraiment un honneur que le maire me fait en me demandant de le représenter à cet hommage qui est rendu à Marie-Hélène Luce. Marie-Hélène Luce qui a œuvré, puisque son association était située à Gourbert, donc qui a œuvré à Gourbert et rendre cet hommage sur un jour très particulier, qui est la journée de l'environnement, c'est véritablement être en adéquation avec les valeurs, avec la personne qu'elle représentait. Et donc Marie-Hélène, en s'inscrivant dans ce processus de valorisation de la ressource via les matériaux biosourcés, elle s'inscrit dans la durée et je trouve qu'elle a été avant-gardiste. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie circulaire, mais elle a apporté quelque chose de particulier et nous devons lui rendre cet hommage parce qu'à travers elle, à travers toutes ses actions, à travers toutes ses réalisations, eh bien, c'est aussi se rappeler que la planète est en grande souffrance et donc rendre cet hommage, c'est poursuivre son œuvre. Aujourd'hui, on va symboliquement montrer que nos patrimoines végétaux, les calebasses, le bambou et autres,
sont des ressources intéressantes pour pouvoir développer des filières nouvelles en matière d'artisanat, en matière économique tout court, puisque nous disposons de ressources qui nous permettent de mener à bien justement des travaux de lutte contre les pollutions plastiques. C'est le cas pour la calebasse, c'est le cas pour le bambou, mais il y a bien d'autres espèces encore qui peuvent nous permettre, je pense aux espèces parfois invasives, de développer des nouveaux produits. On parle aujourd'hui de produits biosourcés permettant de répondre à des besoins de notre territoire. On a un territoire extrêmement riche en biodiversité. Je veux citer les Monts Caraïbes. Effectivement, donc c'est une priorité, en tout cas, c'est une politique publique qui nous tient à cœur. Biodiversité, diversité de vie et donc l'humain. L'humain nous tient à cœur également et donc c'est la raison pour laquelle on a lancé les dispositifs territoire de demain, territoire engagé pour la nature. Là, on travaille à la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale parce que connaître sa biodiversité, c'est connaître son territoire et c'est aussi être mieux armé pour mettre en place les politiques publiques en termes d'aménagement du territoire. Lorsque Ampagny-en-Crouy s'est créé, ça a permis de relancer un peu une dynamique au niveau de l'artisanat d'art. On a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui en bambou et en calebasse, mais culturellement aujourd'hui, socialement aussi, je pense qu'il y a une prise de conscience de l'intérêt de défendre un peu ces ressources-là, mais il y a aussi le fait de se reconnecter avec la nature au niveau même des populations. Donc je pense que c'est une dynamique qui va prendre, d'autant plus qu'il y a beaucoup de jeunes créateurs, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'entreprendre, et on voit bien aussi que on parle de la calebasse et du bambou, mais il y a aussi la banane, et il y a des jeunes qui entreprennent maintenant pour pouvoir fabriquer des produits à base justement de coproduits de la banane. Il y en aura d'autres demain, je pense à la jacinthe d'eau et d'autres espèces comme ça, qui pourront faire l'objet de valorisation et pourront acculturer maintenant des jeunes qui veulent se lancer dans des activités un peu nouvelles liées justement aux produits biosourcés. Place au sport. Nous recevons à présent nos invités pour parler d'un événement très attendu, le tournoi centenaire qui se tiendra du 6 au 8 juin prochain. Un rendez-vous footballistique qui promet de rassembler passionnés, mémoire et compétition. Pour ce faire, mes invités du jour, Madame Pinault, présidente générale Racing Club de Basse-Terre. Bonsoir. Bonsoir. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et vous êtes accompagné de Monsieur Clément, président de la section football. Merci encore d'être là avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Saint-Clément. Saint-Clément, pardon. On va parler donc de ce tournoi centenaire. Est-ce que vous pouvez tout d'abord, en guise d'introduction, nous parler un peu du club ? Je vais vous laisser la parole, Madame Pinault, sur la question. Notre club, en fait, il fête 100 ans en 2025. Il a été créé en 1925. C'est des années d'amitié, de sport, de persévérance, de défaite aussi, mais beaucoup d'amitié et une histoire de grande famille. Voilà. Qui dure et qui perdure avec les générations. Et qui on fera en sorte que ça continue même après nous, encore 100 ans. Parfait. Alors c'est vrai que c'est un tournoi, comme je rappelle, qui se déroule du 6 au 8 juin prochain au stade Rivière des Pères. Alors comment va s'articuler ce tournoi vis-à-vis de ce week-end ? Est-ce que vous voulez répondre, Monsieur Saint-Clément ? Alors déjà, nous avons vendredi soir, on fait ce qu'on appelle un match de gala, entre guillemets. On va recevoir les anciennes gloires du club, les joueurs qui ont fait le Racing, qui ont fait du Racing ce qu'il est aujourd'hui, avec des victoires, des défaites, mais qui ont fait ce que Racing est. Donc nous recevons les champions de 1999 qui reçoivent les champions de 2004. C'est un peu vieux, mais bon, le temps nous dit des choses, qu'on a quand même un petit palmarès. Ensuite, après, à l'issue de ce tournoi, de ce match, le lendemain matin, nous avons un tournoi quand même international avec des invités de France. Nous avons 2 équipes qui viennent de la région parisienne, une équipe de Guyane, une équipe de Martinique et d'autres équipes locales. Donc il y a 20 équipes présentes sur 2 jours. Et nous faisons un tournoi international sur 2 jours avec les U13, la catégorie U13. Alors j'imagine que pour organiser tout ça, on a besoin d'un coup de main, puisque beaucoup d'équipes vont arriver sur le territoire guadeloupéen. Comment ça s'articule avec les partenaires, s'il y en a ? Et j'imagine qu'il y en a. Oui, il y a des partenaires. Nous avons beaucoup de partenaires qui nous aident sur ce projet. Mais bon, il y a également beaucoup de bénévoles. Et c'est ce qu'il faut.
Le club aujourd'hui, c'est beaucoup de bénévoles, beaucoup de personnes qui sont autour, qui ficellent un petit peu tout, qui emboîtent les choses pour qu'on puisse s'occuper de l'hébergement, parce que l'hébergement aujourd'hui, il est fait par les parents des joueurs de chez nous qui reçoivent les joueurs de l'extérieur. Il y a toute la partie aussi, qu'on le veuille ou pas, quand on reçoit des gens de France, ils viennent pas du lundi pour le mardi, ils viennent toute la semaine, donc il faut les occuper, donc il y a un programme pour eux, etc. Donc il y a plein de choses. Mais bon, moi, c'est peut-être pas le plus important, mais je vois qu'on passe à la télé les partenaires, mais on a la mairie de Basse-Terre qui nous suit dessus, la Grand Sud Caraïbes qui nous suit sur le projet aussi, et d'autres partenaires privés qui nous accompagnent. Combien de jeunes attendez-vous à peu près pour ce week-end, pour ce moment? On a 20 équipes invitées au total. Okay. Donc ça revient environ à presque 300 joueurs. C'est pas mal comme logistique. C'est pas mal. Il y a du travail, mais on a de la bonne volonté de faire en sorte que ça fonctionne, que ça réussisse et que ça soit une belle manifestation. 100 ans, ça se fête. J'imagine que pour le dernier jour, pour la clôture, les festivités seront bien là. Est-ce que vous avez prévu... est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de la programmation? Ou c'est surprise? Plutôt surprise, mais il y aura vraiment le match de la finale. On a essayé d'organiser les choses de façon à ce que ça soit un peu festif. Bon, aujourd'hui, on nous a décliné une invitation, mais bon, on peut pas faire autrement. Et on essaie de voir un peu comment on va arranger les choses et promouvoir en tous les cas notre manifestation le plus positif possible. Mais bien sûr, évidemment. Aux couleurs, j'ai envie de dire, du club. Vous m'avez dit en off, un beau rouge comme Canal 10. Rouge et bleu, tout à fait. Magnifique. Est-ce que vous avez un dernier mot à nos téléspectateurs pour les inciter à se déplacer jusqu'à Basse-Terre pour venir à ce temps fort? On leur dira que le stade est grand ouvert, qu'ils viennent en fait justement donner la force à nos jeunes, venir voir en fait... de beaux matchs. Il y aura une équipe féminine qui sera là aussi et qui va représenter la section féminine du groupe. Mais non, on est à Basse-Terre, on est à Rivière-des-Pères, on fête 100 ans. Je pense quand même s'il y a énormément de manifestations pendant ce week-end, mais pour ceux qui ne peuvent pas aller plus loin, le stade de Rivière-des-Pères est tout près. Venez voir. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.